En préambule, hein, quelques éléments. D'abord, vous remercier d'être aussi nombreux de vous être inscrits, donc, puisque nous avons plus de 180 inscriptions. Et donc, un grand merci d'être toujours plus nombreux pour ce moment, hein, d'ouverture sur des sujets de fond et d'actualité qui sont proposés par donc l'ensemble des directions générales. Alors, les quelques rappels préalables, hein, au démarrage de cette conférence. Tout d'abord, vous redire comme les précédentes que cette conférence est enregistrée. Anne-Sophie vient de démarrer l'enregistrement. Ce qui veut dire que je vous demande, hein, je vous rappelle les consignes de couper vos micros pendant la conférence. Bien entendu, vous pouvez les rallumer pour poser vos questions directement à Charles Stepanov. N'hésitez pas également à les poser via le chat. Vous savez que Anne-Sophie les relaie, hein, ensuite. Voilà. Après ces quelques rappels, je voudrais également introduire donc Monsieur Stepanov, que je remercie pour sa présence, hein, et d'avoir donné suite à notre invitation. Les humains font-ils la guerre aux vivants? C'est le titre de cette conférence. Alors, qu'est-ce que l'on entend par là? Bah, c'est vrai que cette conférence, évidemment, hein, se nourrit d'une actualité écologique qui est parfois un petit peu déprimante. On sait qu'on a beaucoup de désastres écologiques, hein, qui donnent parfois l'impression que les humains amènent la dévastation partout où ils s'installent. Or, les recherches récentes, hein, en écologie humaine offrent une vision complètement différente. Les écosystèmes les plus riches de la planète, hein, comme les forêts d'Amazonie, de Nouvelle-Guinée, sont habités, jardinés par des communautés humaines depuis des millénaires. Et ces exemples viennent nous rappeler qu'il existe une multitude finalement de façons d'habiter la Terre au sens fort du terme, de créer des alliances, hein, entre le domestique et le sauvage, qui offrent des habitats à la biodiversité. Donc c'est un petit peu les questions, hein, que l'on va avoir à travers votre exposé et puis les échanges qu'on aura ensuite. D'abord, on se demandera effectivement si, comme le titre de cette conférence le sous-tend, si vraiment les humains sont responsables de la dévastation écologique, si nous sommes condamnés à rendre nos milieux de vie inhabitables, pour voir au-delà comment les communautés humaines, hein, peuvent coexister avec la nature et voir quelle est l'importance de la diversité bioculturelle, les savoirs et les modes de vie qui ont contribué à la richesse de notre planète. Alors, pour répondre à toutes ces questions, c'est un vaste programme. Nous avons avec nous donc Monsieur Stepanov, hein, que je remercie à nouveau, qui est anthropologue, directeur, hein, d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, cofondateur de l'école paysanne de Lignerolles. Donc, peut-être nous en direz un mot éventuellement. Et puis, vous êtes surtout ben, l'auteur, hein, de nombreux ouvrages sur les rapports des humains à leur environnement dans la longue durée. Parmi les ouvrages que vous avez publiés, citons Voyager dans l'invisible, techniques chamaniques de l'imagination, L'animal et la mort, chasse, modernité et crise du sauvage. Attachement, enquête sur nos liens au-delà de l'humain en 2024, hein, qui est votre dernière publication. Un grand merci, Monsieur Stepanov, donc, d'avoir répondu présent à cette invitation. Je vous laisse la charge de traiter ce sujet en 1 heure seulement. Vous avez la parole. Merci. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Chabert. Merci, Madame Bretodeau, pour cette invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous. Bonjour à toutes et à tous, aux participants qui sont là. Je vais vous faire un exposé de ces recherches qui sont les miennes et de beaucoup d'autres collègues en anthropologie, en écologie, en histoire de l'environnement. Et puis ensuite, je serai ravi de pouvoir discuter avec vous si vous avez des questions, des objections, évidemment, des désaccords. On pourra en débattre. Voilà, donc j'espère que vous m'entendez et que vous avez bien en vue la page de ma présentation. Ça va? Oui, tout est OK. Bien. On vous entend, on voit la Oui, présentation. on vous entend. Très bien, eh bien, on y va. Donc, les humains font-ils la guerre aux vivants? Ça implique déjà de se demander qu'est-ce que c'est que les humains. Vaste question qui a occupé évidemment depuis des millénaires les penseurs, les philosophes et les critères qui sont avancés depuis longtemps. C'est par exemple les conventions sociales, le fait que les humains ont des conventions sociales
c'est-à-dire des institutions comme la famille, les tribus, les États, des institutions comme la monnaie qui permettent de faire des échanges, des règles qui sont apprises, qui font l'objet d'une éducation culturelle. On peut citer également la pensée, la rationalité, le langage qui nous distingue des communications animales, encore la bipédie d'un point de vue plus biologique, anatomique, et la consommation de nourriture cuite. Ces différentes définitions classiques, elles sont centrées sur les humains et leurs relations entre eux. Comment ils organisent leur société, comment ils utilisent leur corps. Mais il y a d'autres singularités de notre espèce humaine qui ne sont pas prises en compte dans ces définitions et qu'on va aborder. C'est finalement les rapports au monde, la façon d'habiter la Terre des sociétés humaines qui est extrêmement diverse et qui se distingue finalement de nos plus proches cousins, les chimpanzés, les bonobos et les grands singes en général, qui sont limités à des écosystèmes forestiers très particuliers. Or, comme vous le savez, les communautés humaines, eh bien, on en trouve à travers toute la planète et depuis longtemps. Ce n'est pas un phénomène récent. L'occupation des différents continents par les humains, ça remonte au Paléolithique supérieur, avec à chaque fois forcément des modes de vie différents. N'oublions pas que les humains, à la base, ce sont des grands singes tropicaux qui sont adaptés aux milieux africains tropicaux. Or, il y a des humains qui, depuis plusieurs millénaires, se sont établis dans des zones très différentes. Pensons à l'extrême, aux Inuits, qui se sont établis jusqu'au Groenland, donc dans des zones arctiques, dans des zones de désert, dans des zones de désert humide ou froid ou chaud. Autant d'espaces particulièrement inadaptés à la vie humaine. Donc, il a fallu à chaque fois bouleverser les modes de vie, découvrir des nouvelles façons de se vêtir, évidemment, parce que pour un singe tropical habiter dans l'Arctique, ça n'est pas évident. Donc, reconstituer en quelque sorte des environnements tropicaux alors qu'on en était très éloigné. C'est ça qui est permis par le fait de se vêtir, le fait de construire des abris, de se chauffer avec du feu. C'est à chaque fois dans différentes régions du monde, on va reconstituer l'environnement tropical auquel notre organisme est adapté. Ça va impliquer de découvrir des nouvelles ressources, des matériaux, de comprendre les écosystèmes dans lesquels nos ancêtres se sont introduits et d'y nouer des alliances avec différentes espèces. Alors, c'est évident par la domestication avec le chien, avec, vous voyez à l'écran, les dromadaires utilisés par les Bédouins dans les zones arides en Afrique. Ça peut être les rennes, qui sont les compagnons des peuples sibériens chez lesquels j'ai travaillé. Donc, ils sont attelés pour tirer des traîneaux qui peuvent être montés avec une selle comme un cheval. Ça implique de découvrir, vous avez l'exemple de la consommation de miel chez les Hadza. La consommation de miel, c'est très important chez les chasseurs-cueilleurs parce que c'est un apport, c'est le principal apport le plus riche en glucides. Et pour ça, il a fallu comprendre comment ça fonctionne un nid d'abeilles, comment on peut l'approcher, comment on peut enfumer les abeilles pour les éloigner, ne pas se faire piquer, récupérer le miel. Autre exemple avec les végétaux, les Amérindiens d'Amazonie tirent une grande part de leur alimentation du manioc. Or, le manioc amer, à l'état cru, il n'est pas comestible pour les humains. Donc, il a fallu découvrir des modes de traitement par des expérimentations successives, un râpage des racines, un nettoyage, la cuisson, qui ont permis de dégager les nutriments du manioc et d'en faire une source d'alimentation fiable au quotidien. Vous avez les plantes domestiquées, comme le riz, comme les tomates,
À chaque fois, il a fallu que nos ancêtres comprennent, découvrent le fonctionnement de ces plantes, leurs besoins en eau, en nutriments, les soins qu'il faut apporter, le désherbage pour éviter la concurrence des autres végétaux, comment ils se reproduisent, veiller à leur reproduction. Tout ça, vous voyez, ça implique à chaque fois des connaissances, de la curiosité, de la compréhension, une exploration, de l'imagination pour concevoir des nouveaux rapports avec ces animaux, ces végétaux ou ces champignons. Tout ça implique donc des capacités des humains à explorer d'autres mondes que ceux de leur propre espèce et à nouer des liens, à prendre soin, à s'occuper de la reproduction de ces différentes espèces, à veiller sur elles, tout en les exploitant. Ça n'est jamais une relation simple, univoque avec ces animaux, avec ces plantes. On les soigne, on aide à leur reproduction, on veille sur elles, et puis on va les exploiter, on va les abattre, on va les manger ou s'en servir comme matière première. Donc, il y a une tension entre ces différents aspects du rapport au monde chez les différentes sociétés humaines, à la fois exploitation et soins. De ce point de vue-là, on peut aborder l'humain pas uniquement par la pensée, les conventions, les modes de socialité à l'intérieur de l'espèce, mais par ses rapports au monde, par tous les liens qu'il a noués avec les espèces voisines et avec lesquels il a noué des attachements multifibres, comme je disais, qui sont à la fois d'ordre métabolique et affectif. Et tout ça crée un réseau dense qu'on voit ici schématisé, réseau dense de liens, parce que c'est des liens nombreux avec de nombreuses espèces. Et chacun de ces liens, il est multiple, il peut impliquer de l'affectif, du technique et de l'exploitation. Alors, on a parlé d'exploitation, de prédation. Au fait, quel est le plus grand prédateur de la Terre? Quand on parle de prédation, c'est des animaux qui vont vivre de l'exploitation d'autres animaux. Prédateurs, on va penser souvent à des icônes de la faune sauvage comme le lion, le loup, le jaguar, l'alligator ou le requin. C'est souvent à ça qu'on pense quand on parle de prédateurs. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment eux les plus grands prédateurs de la Terre? En fait, le plus grand prédateur de la Terre, c'est plutôt celui-ci. Un prédateur qui consomme actuellement 15 000 espèces sur la planète et qui dépasse de très loin la prédation du lion, du loup ou du requin. C'est une forme de prédation absolument universelle. On va taper dans des mollusques, des escargots, des huîtres, pensez aux poissons, aux oiseaux, aux mammifères, aux reptiles. En fait, il n'y a aux insectes aucune famille animale et même végétale n'échappe à la prédation humaine. Donc, grand prédateur, mais en même temps, quand on le regarde comme ça, d'un point de vue anatomique, il ne ressemble pas tellement aux autres prédateurs. Il n'est pas très bien pourvu sur le plan anatomique, puisque par rapport au loup, vous voyez, la dentition n'est pas terrible, elle n'est pas très impressionnante, il n'y a pas de grosses canines. Les griffes, c'est ridicule, on n'a pas de griffes, on a des ongles fragiles, on peut se casser facilement. En termes de sensorialité, nous ne sommes pas très bien pourvus, puisque nous avons beaucoup moins de sens olfactif que les autres animaux. Nous avons à peu près 1000 fois, des milliers de fois de moins de connexions nerveuses olfactives que les chiens, par exemple. Nous ne courons pas très vite. Nous avons une bonne endurance, mais pas une grande vitesse. Donc, sur le plan anatomique, on n'est pas très bien pourvu. Par contre, on a développé une forme de compétence, d'arme supplémentaire qui va être la ruse, qui va être l'empathie.
la capacité, en fait, comme je disais à l'instant, à prendre soin des êtres dont nous nous nourrissons, à les soigner, à veiller à les protéger de la concurrence, des autres prédateurs, et puis à assurer leur reproduction par la domestication. Tout ça, ça implique de savoir se mettre à la place de ces autres êtres et de veiller sur eux. C'est ce qui fait un grand paradoxe de ce prédateur humain, grand prédateur, mais aussi plein d'empathie envers ses propres proies. Donc, ce que vous voyez ici à l'écran, notre rapport aux poules, par exemple, puisque ici il s'agit d'un poulet, eh bien, on peut avoir des poules comme compagnons. Pendant longtemps, les poules, les coqs faisaient partie de la communauté paysanne dans la basse-cour. Il n'y avait pas de ferme sans le coq, la poule, avec des possibilités d'attachement avec certains d'entre eux. Avec souvent nos enfants sont très attirés par les petits poussins, ont envie de les soigner, les caresser, avoir des relations d'amitié avec eux. Donc voilà, nous sommes capables de ces différents rapports avec des oiseaux comme les poules, pourtant très éloignés sur le plan phylogénétique. Hein. Ce ne sont pas des primates, on n'a ni même des mammifères, on a peu de rapports avec elles et pourtant nous nouons des liens. Nous avons de l'empathie pour elles. Et d'un autre côté, nous les mangeons, nous les dévorons. Donc, paradoxe humain fondamental pour comprendre notre écologie, notre rapport au monde, c'est que nous sommes des prédateurs empathiques. Alors l'empathie, elle va loin. On va jusqu'à créer de la parenté avec les autres animaux. Vous avez ici des exemples surprenants, choquants, hein, même d'un point de vue occidental, mais en fait extrêmement communs. Chez les chasseurs-cueilleurs, chez des sociétés de petits horticulteurs, il est très courant d'allaiter des animaux qui ne sont pas humains. Ici, vous avez l'exemple de pécaris sauvages en Amazonie, ou bien de porcelet domestique en Nouvelle-Guinée. Ça n'est pas du tout exceptionnel, c'est courant, ça a été décrit depuis le 18e, 19e siècle chez de très nombreuses populations. C'est un comportement humain, en fait. C'est la manifestation la plus frappante des dispositions des humains à créer des liens de parenté avec des animaux à travers ce qui est la substance la plus précieuse chez les mammifères, le lait maternel. C'est ce qui devrait être réservé chez les mammifères à notre descendance. Eh bien, chez les humains, non. Il y a une générosité dans le soin qui fait que l'allaitement est pratiqué pas uniquement sur ses propres enfants. Il est très courant chez les chasseurs-cueilleurs que des enfants soient allaités par plusieurs femmes, partageant le soin de l'enfant. Et même, ça va plus loin, puisque les femmes, dans beaucoup de sociétés, vont allaiter différents animaux. Ça va des kangourous en Australie aux oursons dans le Grand Nord. Voilà. Mais d'un autre côté, nous savons, comme c'était évoqué en introduction, nous savons que les humains, ils peuvent avoir des attitudes très tendres avec leur environnement, avec des petits animaux, mais on le sait, aujourd'hui, ce qu'on observe sur notre planète, c'est surtout des effets dévastateurs. Je vous ai mis ici quelques chiffres de l'Office français de la biodiversité qui recense des données récentes sur les évolutions de la diversité biologique autour de nous. Diminution de 70% des vertébrés depuis les années 70, déclin de 40% des insectes au niveau mondial, 41% des amphibiens qui risquent de disparaître à brève échéance, 66% des milieux marins qui sont détériorés. Les herbiers marins qui offrent nourriture et nurserie à la faune marine ont été détruits à 30% au cours du XXe siècle. La France est le 6e pays hébergeant le plus grand nombre d'espèces menacées. Les oiseaux des champs, les hirondelles, les rossignols, les chardonnerets,
On sait que 30% des oiseaux des champs ont disparu en France en 15 ans et pour certaines espèces, c'est des chiffres beaucoup plus impressionnants. Les insectes, il y a une publication récente qui a été relayée dans Le Monde à partir d'une étude en Angleterre qui montrait un effondrement des insectes ces dernières années. Quand on prend depuis 15 ans, c'est catastrophique, mais ça ne ralentit pas depuis 5 ans, ça continue de s'effondrer à grande allure. Donc l'écologue Philippe Grandcola disait « On assiste à un effondrement silencieux des populations d'insectes. Il est complètement fou que l'on n'en parle pas plus parce que, comme vous le savez, dans un écosystème, eh bien, même les petites bêtes que les humains n'aiment pas trop, elles sont fondamentales puisqu'elles servent de ressources à d'autres espèces, elles ont un rôle dans la reproduction d'autres espèces, pensons évidemment à la pollinisation. Donc à travers les insectes, ce n'est pas seulement les insectes qui sont menacés, ce sont aussi les plantes à fleurs, dont évidemment celles qui nous nourrissent aussi, et puis les oiseaux, les mammifères qui se nourrissent d'insectes. Donc en fait, par des effets de cascade, on a des effondrements en chaîne dans les écosystèmes, une fragilisation globale des écosystèmes. Et tout ça, nous ne l'ignorons pas, nous en sommes responsables, puisqu'il ne s'agit pas d'un effet là d'un changement naturel du climat ou d'un impact d'un astéroïde. Il s'agit de l'effet des activités humaines, de l'industrie, de l'artificialisation des sols, des pollutions diverses et notamment à travers l'agriculture intensive et l'usage des intrants chimiques. Donc, c'est notre alimentation même, ce sont nos modes de vie, c'est la façon dont nous existons qui, aujourd'hui, manifestement, est une source de perturbation grave pour le monde vivant autour de nous. D'autres chiffres qui sont bien parlants, c'est la proportion de l'humain et du vivant qu'il contrôle par la domestication au sein du monde vivant. Donc ici, vous voyez la proportion en termes de biomasse des mammifères terrestres. Il y a 10 000 ans, les humains représentaient 1% de cette biomasse et les animaux sauvages 90%. Aujourd'hui, ça s'est inversé. Les animaux sauvages représentent 1 à 5%, ça dépend des modes de calcul. Les humains, 32% de la biomasse et les animaux d'élevage, 67%. Vous avez chez les oiseaux aujourd'hui des proportions comparables. Il n'y a plus qu'un quart des oiseaux qui sont sauvages et les 3/4 qui sont des poulets de batterie, des dindes, etc. Donc, une emprise extraordinaire de l'humanité et des espèces qu'elle élève sur le monde vivant. Comment en sommes-nous arrivés là? Question qui va nécessairement se poser à nous. Donc, qui va nous obliger à remonter dans le passé, mais jusqu'à où faut-il remonter? Est-ce qu'il faut remonter à l'origine de l'homme? Est-ce qu'il faut remonter à des événements plus récents? Souvent, on va indiquer comme grand tournant la domestication. Vous avez ici une image assez parlante de cette conception, de cette explication, ce mode d'explication, représenté par une sculpture, une œuvre d'art contemporain, qui était exposée devant le Centre Pompidou en 2017. Et l'artiste Joël van Lieshout expliquait que cette sculpture, qu'il avait intitulée Domesticator, elle montrait l'origine de la crise écologique actuelle sous la forme d'un humain et d'un animal, alors qui sont dans une relation ici un peu spéciale. C'est un viol, c'est une scène de zoophilie. Et pour l'artiste, il s'agissait de représenter le fait que l'homme a violé la nature en prenant
le contrôle sur elles à partir de la domestication, donc cette époque de la préhistoire qu'on appelle le néolithique. Il a pris en main la reproduction des animaux et c'est ça qui aurait permis l'existence des premiers villages, des premières organisations sociales complexes, des premiers royaumes, des premières villes, de l'esclavage, de le progrès technique également, et donc finalement la civilisation. C'est ce qui était représenté par le fait qu'à l'intérieur de cette sculpture, vous aviez des appartements, un escalier, chambre à coucher. Donc notre mode de vie civilisé, sédentaire, s'est construit à l'intérieur de ce viol de la nature à l'époque des premières domestications. C'est une vision particulière, à la fois très commune. C'est une incarnation d'un mythe que nous avons tous plus ou moins en tête, qui nous est plus ou moins enseigné à l'école et qui en fait est largement remis en cause aujourd'hui par les recherches préhistoriques, puisque par exemple la sédentarité, on le sait, existait avant et indépendamment de la domestication, la poterie également. Il a existé des formes de sociétés complexes, des royaumes sans domestication. Il existe des sociétés avec des plantes, des animaux domestiques qui sont parfaitement égalitaires, nomades ou semi-nomades. Donc en fait, ce récit-là, ce grand récit, il n'est pas vraiment valable, il est plutôt de l'ordre du mythe. C'est notre mythe d'origine, de la civilisation et de la modernité. En fait, quand on regarde d'un peu plus près, les grands bouleversements mondiaux, ils sont beaucoup plus récents et même en fait, ils sont très récents, on les a vécus ou nos parents ou nos grands-parents les ont vécus. Donc ça ne remonte pas à un passé préhistorique, c'est ce qu'on appelle la grande accélération qui s'est produite après la Deuxième Guerre mondiale avec, vous voyez ici plein de petits schémas, peut-être ne sont pas visibles pour vous. Et le grand schéma à gauche, ça montre la consommation d'énergie. Vous avez une démultiplication de la consommation d'énergie, multipliée par 400 depuis 1850, avec une énorme accélération en 1950. Consommation de biomasse, de charbon, de pétrole, de gaz et d'énergie nucléaire. Et puis, vous avez des petits schémas à droite et vous avez toujours un peu la même courbe, une explosion à partir des années 50 de la population mondiale, du PIB, des investissements financiers, des barrages sur les rivières, de l'utilisation de l'eau, de l'utilisation des engrais chimiques, la consommation de papier, vous avez même les restaurants McDonald's, les voitures motorisées, les téléphones, etc. Et le tourisme. On peut ajouter à cette liste la consommation de viande. Donc vous voyez l'évolution depuis les années 1960 au niveau mondial. Vous êtes conscient que même si on parle un peu en France d'une diminution de consommation de certaines viandes, la viande bovine, en réalité au niveau mondial, on est vraiment toujours dans une dynamique d'expansion extrêmement forte, avec c'est lié à la croissance du mode de vie urbain à l'échelle mondiale. Cette consommation, elle a évidemment impliqué un changement du rapport aux animaux, puisque l'élevage paysan ne peut pas permettre de produire de telles quantités. L'élevage paysan il est plutôt frugal, il a un usage des animaux qui est polyfonctionnel, avec des animaux qui ont plusieurs usages, plusieurs fonctions, qui sont élevés dans des conditions ouvertes, souvent en plein air, prendre la place. Donc, ce qui a rendu possible cette explosion de la consommation de viande, c'est l'industrialisation de la production avec des élevages hors sol, que vous voyez ici, de cochons ou de poulets. Alors, nous avons vu les menaces, les dégradations que les humains infligent à leur environnement, aux vivants, à la nature,
de façon générale, au climat. Hein. Au-delà du vivant, il y a le climat, évidemment, il y a le cycle de l'eau, le cycle du carbone qui sont perturbés par les activités humaines. Alors, comment faire? Comment réagir? Est-ce que pour protéger la nature, il va falloir, dans certaines zones, en exclure les humains? Est-ce qu'il faut considérer que les humains sont porteurs d'une menace existentielle pour leurs propres environnements? Est-ce qu'ils risquent de rendre inhabitable leur propre planète? Et donc, est-ce que pour la sauver, il va falloir multiplier les zones interdites, les réserves naturelles, dont les activités humaines vont être limitées ou totalement exclues? En fait, cette conception-là, elle est fondée sur une vision dualiste, dichotomique, qui oppose d'un côté les humains et de l'autre la nature, qui suppose qu'il y aurait une guerre intrinsèque entre les humains et la nature, que dès que l'humain arrive et cherche à se nourrir, il détruit son environnement. Mais ce n'est pas tout à fait ça en réalité. C'est ce que nous montrent des études de cas sur des régions qui sont considérées comme les hotspots de la biodiversité, par exemple la forêt amazonienne. Si on songe aujourd'hui à une forêt primaire qui est un écrin pour des espèces innombrables d'oiseaux de toutes les couleurs, de serpents, de mammifères extraordinaires, on pense à l'Amazonie. C'est le poumon vert de la planète. Et elle est souvent décrite comme une forêt primaire. Une forêt primaire, c'est-à-dire qui serait restée vierge, qui serait restée intacte des activités humaines. Là, c'est une vision totalement fausse qui fait hurler les ethnologues et les archéologues, les paléo-environnementalistes. Vous avez à gauche une carte qui vous montre en vert les hauts lieux de biodiversité en Amazonie et à gauche une carte qui vous montre l'occupation par des populations indigènes, la présence de sols anthropogènes, c'est-à-dire des sols qui sont le résultat des activités humaines de jardinage, d'horticulture sur des millénaires. C'est une forêt jardinée depuis des millénaires. Jardinée comment? Par l'agriculture itinérante sur brûlis. C'est le mode d'exploitation des populations autochtones. Ça consiste à abattre, c'est des abattis brûlis. Vous abattez une parcelle, comme vous le voyez dans la photo en haut à droite. Vous avez une parcelle qui a été abattue. Ensuite, on y met le feu. Pour détruire la végétation, on peut laisser quelques arbres qui sont des arbres fruitiers, qui sont intéressants pour les Indiens. Et puis, à la place, ils vont planter de très nombreuses plantes. Par exemple, les achoirs, Givaro étudiés par Philippe Descola. Dans leur jardin, ils ont une soixantaine de plantes cultivées, donc des plantes domestiques, dont ils conservent les graines. Ils vont utiliser cette parcelle pendant un certain nombre d'années. Ça peut être 5 ans, ça peut être 20 ans, selon la fertilité du sol, mais au bout d'un moment, le sol s'épuise. Et là, ils doivent partir, abattre une autre parcelle. Et donc, ils démontent leur maison, ils les remontent ailleurs. Donc, agriculture itinérante. Ce qui fait qu'au bout de plusieurs millénaires, vous imaginez bien que la forêt, avec de nombreux peuples, et les populations indiennes étaient beaucoup plus nombreuses avant Christophe Colomb. Hein. Vous savez que les Amérindiens ont perdu 95% de leurs effectifs suite à l'arrivée des colons, des Blancs qui ont introduit des maladies contagieuses destructrices. Donc 95% de la population des Indiens a disparu. Ça a eu un impact écologique énorme. On sait qu'il y avait une activité, une présence humaine très importante et l'archéologie le montre de plus en plus en découvrant des tessons de céramique dans des zones de forêt, par l'exploration LIDAR, par des vues aériennes qui vous montrent qu'il y avait des zones irriguées, des canaux d'irrigation, il y avait des champs cultivés, il y avait des routes, il y avait des villes, même à l'intérieur de l'Amazonie, à l'intérieur de ce qu'on a cru être la forêt vierge. Donc, les humains ont en fait entretenu cette forêt, ils l'ont jardinée, ils l'ont
ils ont contribué à sa diversification, ils ont contribué au peuplement forestier en sélectionnant, en favorisant des espèces qui leur étaient favorables, hein, favorisant les fruitiers, ceux qui leur donnaient à manger. Donc, ils ont complètement transformé au fil des millénaires cette forêt, qui est donc à la fois humanisée et à la fois sauvage, à la fois jardinée et un haut lieu de biodiversité. C'est la même chose pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour l'Australie, tous ces hauts lieux de biodiversité, eh bien, ils sont fréquentés par les humains depuis longtemps. Un exemple européen, vous avez peut-être entendu parler de la forêt de Białowieża, Puszcza, décrite également quelquefois comme une forêt primaire. En fait, elle est cultivée et habitée depuis des millénaires. C'est ce que montre également l'archéologie et des prospections par lidar, par avion, qui nous montrent la présence de systèmes de champs cultivés, anciens, la présence de villages, des différentes installations qui en fait ont disparu, mais assez récemment, sous l'influence des politiques des rois de Pologne, puis des tsars de Russie, puis des politiques de protection, qui ont exclu les populations humaines de ces régions. On a viré les paysans, les forestiers, les charbonniers qui habitaient dans ces régions. Donc ça n'est pas non plus à considérer comme strictement une forêt primaire qui aurait été préservée des impacts humains. En fait, au niveau global, au niveau planétaire, une étude de synthèse très intéressante a montré que 75% des écosystèmes terrestres sont façonnés par les humains depuis 12 000 ans. Vous avez ici la proportion des espaces sauvages, c'est tout en bas du graphique, en gris et en bleu clair, proportion des espaces sauvages depuis 12 000 ans. Il apparaît que cette proportion, elle a peu changé. On reste autour de 75%, de 25% d'espace donc intact de présence humaine, et tout le reste est impacté par la présence humaine depuis très longtemps, soit qu'il s'agisse d'une prédation par des chasseurs-cueilleurs qui font aussi des brûlis, comme on va voir, qui façonnent les paysages. Il peut s'agir d'exploitation forestière, de déplacement de plantes et d'animaux, et puis d'activités plus intensives comme l'agriculture, l'artificialisation. Mais ces 25% de terres sauvages au sens strict depuis 12 000 ans et jusqu'à nos jours, c'est très limité. Ce sont des zones en général inhabitables, donc des grands déserts, et puis les terres qui sont placées sous la calotte glaciaire du Groenland, où non seulement il n'y a pas d'impact humain, mais il n'y a même pas de vie. Donc, ce sont effectivement les terres sauvages, mais ce n'est pas des hauts lieux de biodiversité sous la calotte glaciaire. Il n'y a aucune biodiversité. Voilà, donc ça remet vraiment en cause la vision qu'on peut avoir classiquement d'un côté la nature sauvage à préserver, de l'autre côté les activités humaines, source de dégradation. Il y a une multitude d'activités humaines et de façons d'occuper la Terre, certaines qui sont tout à fait associées à une biodiversité riche et qui contribuent à son maintien et même à son enrichissement, et d'autres qui sont destructrices. Et ce qui s'est passé ces dernières décennies, eh bien, c'est l'amplification des modes de vie destructeurs et qui remplacent les modes de vie qui étaient résilients depuis des millénaires sous l'effet de l'expansion coloniale à partir du XIXe siècle et puis de l'expansion de modes de vie, de modes d'exploitation modernisés à travers toute la planète sur un modèle occidental. Ça ne veut pas dire que tout ce qui existe en Occident est catastrophique, hein, au contraire. Ici, vous avez des exemples d'écosystèmes extrêmement riches, zone Natura 2000 en Italie. Il s'est passé quelque chose de tout à fait inattendu.
dans cette région, on en a fait une zone Natura 2000. C'est une forêt très riche avec des arbres magnifiques, centenaires, comme vous voyez ici à l'image. Et on s'est dit, zone Natura 2000, on interdit les activités humaines qui pourraient dégrader cette belle forêt. Donc on a interdit le pâturage des moutons, on a interdit les mondages, c'est-à-dire la taille des arbres par les paysans, l'exploitation forestière. Or, cette forêt a commencé à se dégrader depuis qu'elle est devenue une zone Natura 2000. C'est curieux. En fait, on a compris, mais un peu tard, que c'était une forêt anthropisée, c'était une forêt pastorale, en fait. C'était une forêt qui avait coévolué avec la présence des troupeaux bovins et avec la présence des activités humaines, l'exploitation. Donc les mondages, c'est ce qui fait ces arbres têtards, ces sépalés, qui permettent aux arbres de vivre très longtemps, de vieillir et d'héberger dans les parties mortes des insectes, des oiseaux qui y trouvent leur nid. Donc on avait là un écosystème riche du fait de la présence des activités humaines qui s'est dégradé quand l'humain s'est retiré. Donc on a quelquefois des politiques de protection qui peuvent être bien intentionnées, mais ne pas avoir les effets attendus parce qu'elles étaient fondées sur une conception dichotomique qui opposait la nature et l'humain. Je vais prendre un exemple que j'ai moi-même étudié sur les Grands Causses, donc en Lozère et en Aveyron. C'est une zone qui est évidemment aussi Natura 2000, considérée comme une des zones, un écrin de nature sauvage en France, avec des reliefs karstiques exceptionnels, une faune et une flore endémiques, inféodées aux pelouses et aux landes des Causses, donc des paysages semi-ouverts, qui sont ni de la forêt, ni des cultures, hein, et où vous avez des plantes comme Sabline de Lozère, l'Ancolie des Causses, la Grassette des Causses. On entend bien à leur nom qu'il s'agit d'espèces locales, endémiques. Des insectes comme l'Arciptère cossignarde et d'autres, des oiseaux qui trouvent là un habitat, une zone de passage pour les migrateurs, comme le bruant ortolan, l'alouette lulu, le crave à bec rouge, l'engoulevent, la pigrièche. Et les études nous montrent que ces oiseaux sont menacés par la disparition, le déclin de ces paysages de pelouse et de landes. En effet, les landes tendent à disparaître, comme on le voit très bien sur cette comparaison entre deux vues aériennes. À gauche, vous avez une vue de 1956, on est sur le Causse Sauveterre en Lozère, où on voit bien à l'œil nu cette notion de lande piquetée. Vous voyez des arbustes, les petits points noirs sont des arbustes, des arbrisseaux. C'est du genévrier, c'est du buis. Et tout ça, ce sont des zones de pâture pour les moutons. Et quand on voit la vue de 2021, la lande a quasiment disparu. Elle est remplacée par des champs cultivés. On voit bien les stries de passage des tracteurs. Et d'un autre côté, de la forêt. Donc la forêt gagne et les champs cultivés gagnent. La lande disparaît et c'était dans la lande que vivaient ces espèces patrimoniales remarquables. La forêt avance et la biodiversité décline parce que ces forêts, elles accueillent beaucoup moins d'espèces que la lande. Donc on a des zones de protection spéciale, directive oiseaux, donc spécialement pour les oiseaux, gorge du Tarn et de la Jonte, le Causse noir, les gorges de la Dourbie, les Cévennes, il y a ces espèces inféodées aux Landes que je vous ai citées. Il y a aussi les vautours, plus particulièrement dans les gorges.
Et en fait, cette carte, on peut la superposer avec la présence que j'ai mis en hachuré, la présence des tendelles. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est paradoxal parce que les tendelles, ce sont des pièges pour attraper les oiseaux. C'est une pratique pastorale des bergers, souvent les enfants, les femmes, qui posaient des petits pièges tout simples qu'on fabrique avec 3 pierres et avec des bâtonnets. Je vais vous montrer des exemples. Il n'y a pas de fusil, pas besoin de permis de chasse pour pratiquer ça. Donc, on a une pratique destructrice des oiseaux dans une zone de protection des oiseaux. Donc là, on se dit, il faut absolument interdire cette pratique, puisque des espèces rares protégées vont être détruites. Et c'est effectivement ce qui s'est passé là très récemment. Cette pratique a été interdite puisque les arrêtés qui l'encadraient ont été cassés par le Conseil d'État après une longue bataille juridique. Je vous épargne les détails. Et donc, on avait une opposition, un conflit depuis longtemps entre les bergers locaux pratiquant la capture des grives aux tendelles et des associations de protection des oiseaux, comme la Ligue pour la protection des oiseaux ou des associations allemandes qui ont monté des dossiers et donc obtenu l'interdiction de la pratique. Alors, là, ici, ce sont des champs de tendelles, puisqu'ils étaient répertoriés pour avoir l'autorisation de pratiquer. Chacun était immatriculé, chaque piège était immatriculé. Et en fait, il s'était avéré, c'est ce qu'ont montré des écologues qui sont ici cités, que ces champs de tendelles contribuaient au maintien des pelouses piquetées des landes à genévrier sur les causses. Donc, comment ça se fait? C'est que, en fait, ces landes, souvent, elles ne subsistaient que pour la tendelle. À mesure que le pastoralisme a décliné, qu'on est passé à de l'élevage de plus en plus hors sol, avec des brebis nourries pour le roquefort en bâtiment ou près des bâtiments pour faciliter la traite. La seule raison de maintenir de la lande avec des genévriers, avec du buis, c'était la pratique des tendelles. Et à mesure que mouraient les dernières personnes qui avaient le droit de pratiquer ce piégeage, eh bien, les héritiers ou les propriétaires des terrains, ils passent le broyeur, ils broient la végétation arbustive, ils passent ensuite un broyeur de cailloux et ils mettent en culture la zone ou bien ils l'abandonnent et elle devient de la forêt. Donc ici, on a quelque chose d'assez étonnant, en fait, que nous démontre l'ethnoécologie, c'est qu'une pratique humaine avait pour effet de maintenir un habitat qui était favorable aux oiseaux, alors même que cette pratique humaine, elle avait l'air à première vue destructrice pour les oiseaux. Il a même été montré que non seulement les tendelles maintenaient les landes, mais en plus qu'elles contribuaient à les faire apparaître, puisque, je vous montre ici voilà, un exemple des photos, vous voyez ce que c'est. Donc, on a de la lande à genévrier. Les gens installent ce petit piège au pied des genévriers parce que les genévriers contiennent des baies, les genièvres, qui attirent les oiseaux qui sont de passage l'hiver, les grives en l'occurrence. Ils déposent des petites baies au pied du piège qui vont attirer la grive, qui va déclencher le piège et donc être écrasée par la pierre de l'ose. C'est comme ça qu'elle est capturée. Là où il n'y a pas de genévrier, comment ils font? Eh bien, ils installent le piège et puis ils installent des branchettes qu'ils ont cueillies ailleurs. Ils les plantent en terre. Et puis, ils mettent des petites baies dans le piège. Et c'est de cette manière, involontairement, qu'ils ont semé du genévrier qui a pu, avec les petites baies, ils ont germé, ça s'est développé, ça a poussé. Et c'est ainsi que, comme l'ont montré les écologues, se sont développées des landes à genévrier autour des villages, parce que souvent c'était les femmes qui faisaient ça, et les vieilles femmes, quand elles ne pouvaient plus aller loin, eh bien, elles créaient en quelque sorte la lande à genévrier. Et cette lande à genévrier, elle était attractive pas seulement pour les grives, mais aussi pour d'autres espèces qui n'étaient pas chassées, comme l'ortolan, espèce extrêmement rare qui voit son habitat disparaître à travers toute l'Europe. Voilà, la tendelle, avec les grives qui sont capturées. Donc c'est toute des savoirs écologiques
une convivialité aussi, puisque c'est un oiseau quasiment sacré dans cette région qui fait l'objet de recettes particulières, une convivialité héritée par les grands-mères. Donc, ça s'intègre en fait, cette pratique à une façon d'habiter la lande, des savoirs écologiques, des cosnards, avec d'autres éléments de chasse et de cueillette, une connaissance des plantes locales qui sont utilisées dans l'alimentation pour soigner l'arnica, le lys, pour soigner les blessures, les lébores pour protéger les brebis, le serpolet, le tilleul pour les tisanes, le buis qui a des usages extrêmement nombreux, qui sert de haie, qui sert de litière pour les bovins, les équidés, qui est utilisé en fagot comme engrais, comme protection dans les potagers, etc. Donc, tout un écosystème dans lequel, paradoxalement, voilà, la pratique de piégeage a son rôle et un écosystème que les humains contribuent à entretenir par les troupeaux, le pastoralisme, qui broutent, hein, qui empêchent la forêt de se développer, par les feux, les brûlis, qui empêchent également la forêt de se développer, qui vont détruire de temps en temps la présence excessive des buis, par exemple, et puis la pratique des tendelles. Et à mesure que ces différentes pratiques traditionnelles disparaissent, eh bien, cet écosystème remarquable, avec ses espèces patrimoniales, ils perdent en surface, ils régressent et sont menacés. Donc, à nouveau, une pratique apparemment destructrice, comme les tendelles, eh bien, en fait, en réalité, elle crée de l'habitat pour la biodiversité. Alors, ce n'est pas unique aux Causses en France, c'est un phénomène général en Europe. Le maintien d'un mode de vie paysan protège les oiseaux et même les protège mieux que le réensauvagement, que la forêt. C'est une étude dirigée par Vincent de Victor qui a fait pas mal de bruit en 2023, qui était la première à l'échelle européenne à identifier les causalités sur l'effondrement des populations d'oiseaux. Il s'est avéré que la croissance des forêts, qui est un phénomène en Europe depuis le 19e siècle, n'est pas favorable aux oiseaux et même pas aux oiseaux forestiers, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre. Vraiment, le facteur causal déterminant, c'est la présence d'un petit maillage d'exploitation paysanne à petite échelle. Dans les zones d'Europe où vous avez une agriculture modernisée, très mécanisée et avec des intrants chimiques, mais en fait, et avec des très grandes parcelles, c'est surtout ça qui est déterminant, là, vous avez l'effondrement le plus terrible des oiseaux. En revanche, dans les zones où vous avez encore une petite agriculture paysanne, eh bien, vous avez des paysages complexes, des mosaïques avec des potagers, avec des vergers, avec du vignoble, avec des mares, avec des petits champs, avec des céréales différentes. C'est le cas à Chypre, en Grèce, en Roumanie, en Bulgarie. Dans ces zones, les oiseaux se sont moins effondrés et même peuvent être en augmentation. Or, ce qui est très frappant, c'est que c'est justement dans ces régions-là que l'Union européenne est face à un problème extrêmement grave qui est, jugé extrêmement grave, qui est le piégeage. C'est dans les régions de piégeage que les oiseaux se portent le mieux en Europe. Bizarre, paradoxe, c'est pas du tout ce à quoi on pourrait s'attendre, mais en fait, si on réfléchit avec l'exemple des Causses, on comprend. Le piégeage, c'est une pratique paysanne parmi plein d'autres. Et donc, s'il y a piégeage, c'est parce que vous avez des savoir-faire, vous avez des savoirs écologiques, la connaissance des oiseaux qui s'intègrent à un mode de vie paysan qui produit de l'habitat pour les oiseaux. En fait, les écologies paysannes européennes, elles, traditionnellement, elles entrelacent le sauvage et le domestique. Il y a 3 pôles dans un pinage paysan. Classiquement, on les appelle de ces noms latins ager, ce sont les champs cultivés. Silva, c'est la forêt qui est indispensable
pour mener les animaux paître, pour trouver du bois pour se chauffer, pour construire les maisons en colombage. Et puis Saltus, qui est cet entre-deux, c'est la lande, c'est les guérets, c'est les zones humides, les marais, qui sont aussi très importants pour la communauté paysanne. Alors, ces exemples nous amènent à remettre en cause la dichotomie entre humain et biodiversité. On peut se demander, est-ce que les humains ne seraient pas des espèces clés de voûte dans certains écosystèmes? Eh bien, vous avez des études en écologie humaine qui montrent que oui. C'est le cas, par exemple, des chasseurs aborigènes en Australie. Il est démontré que là où ces grands reptiles, ces grands lézards, les varans de Gould, là où ils sont chassés par les chasseurs aborigènes, eh bien, ils sont plus nombreux. À nouveau, surprenant comment ça se fait, puisque la chasse est évidemment une activité qui détruit une partie des populations. Eh bien, en fait, il faut prendre en compte l'action humaine dans sa globalité. Pas seulement l'aspect destructeur, mais l'aspect aussi qui favorise l'habitat. Donc, la prédation d'un côté, mais de l'autre côté, les aborigènes d'Australie ont une technique ancestrale de feu contrôlé qui crée de la diversité paysagère et de l'habitat pour les varans. Les aborigènes d'Australie, pourquoi ils font ces feux? Ils ne sont pas agriculteurs, hein, ils vivent essentiellement de chasse-cueillette traditionnellement. Ils font ces feux parce qu'ils ont observé l'effet des feux sur les animaux qu'ils prédatent. Quand vous faites un feu, eh bien, vous allez avoir une repousse de végétation avec une succession écologique, certaines plantes qui sont particulièrement appétantes parce que c'est plein de jeunes pousses et de sève. Et puis, si vous faites un feu l'année suivante à côté, vous allez avoir un autre stade. Donc, vous avez tout un paysage à des stades de repousse différents. Et ça crée autant de mosaïques, autant d'abris d'un côté, de zones d'approvisionnement, de consommation pour différentes espèces. C'est le cas également pour un petit kangourou, Macropus robustus, que vous voyez ici. Une autre étude a montré que vous avez plus de crottes de ce kangourou en fonction de la richesse des successions végétales liées au feu. Donc c'est l'activité des aborigènes de sculpter les paysages qui favorise à nouveau la population du gibier. Donc ces chasseurs-cueilleurs savent très bien quelles sont les actions sur les écosystèmes qu'ils doivent entreprendre pour favoriser les animaux qui les nourrissent. Ici, c'est une étude en particulier sur l'ensemble en fait, d'un écosystème et d'une chaîne alimentaire multiple, donc un réseau trophique chez les martous, un peuple aborigène en Australie. Et le schéma, il vous montre de façon bien imagée tous les liens alimentaires entre les espèces. Donc, les espèces les plus hautes, c'est celles qui mangent, c'est les prédateurs, d'autres espèces qui peuvent être elles-mêmes prédatrices de végétation. Tout en bas, c'est la végétation. Eh bien, le principal prédateur, sans surprise, c'est l'humain, c'est les aborigènes, qui prédatent 86 taxons. Ils sont super généralistes. Ils ont du coup un rôle de régulateur. Ils sont l'espèce clé de voûte parce que c'est eux qui vont supprimer, ils vont réguler d'autres prédateurs comme le chat, le dingo. Et par effet en cascade, ils régulent des espèces prédatées par ces prédateurs, etc. Et ils ont un impact sur l'ensemble de l'écosystème. Ils ont un statut de clé de voûte qu'on a très bien vu quand les martous ont été déplacés de force par les colons britanniques. Et à ce moment-là, on aurait pu s'attendre plus d'humains dans cette région, donc réensauvagement, explosion de la biodiversité. Et en réalité, non. C'est l'inverse qui s'est passé. Plusieurs espèces endémiques ont disparu, du fait même du retrait des martous de l'écosystème. C'est les espèces que vous voyez ici. Des marsupiaux locaux, très rares, eh bien, ils ne sont plus là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une série de dérèglements et vous avez eu des mésoprédateurs, des petits prédateurs qui sont devenus très nombreux et qui ont détruit les espèces en présence.
Donc, il y a des fonctions écologiques accomplies par les martous dans le désert de l'Ouest, en Australie. Ils dispersent des graines parce qu'ils les cueillent, ils les ramènent au campement, donc ils les déplacent. Ils font des feux par lesquels ils maintiennent des paysages ouverts. Ils travaillent un peu le sol en cherchant les racines, donc bioperturbation. Et puis, ils pratiquent de la prédation, par exemple la chasse aux chats sauvages, qui sont une espèce particulièrement destructrice et invasive. Voilà. Alors moi, j'ai fait des terrains ethnographiques dans une toute autre région que je vais évoquer rapidement parce que l'heure tourne, chez les Toju, en Sibérie du Sud. Ce sont des chasseurs-cueilleurs qui vivent avec un peu d'élevage, et cet élevage de rennes n'est pas leur source principale d'alimentation. Les rennes fournissent un peu de lait, et surtout, c'est des animaux de transport pour aller à la chasse aux rennes sauvages, aux élans, aux sangliers, et puis pratiquer de la cueillette à travers la taïga, la forêt boréale. Donc, ils utilisent de nombreuses espèces. Et là, vous avez différentes espèces utilisées par les Toju et différents usages. Par exemple, le renne domestique, il sert de nourriture, par le lait, de moyen de transport, comme monture. Il peut servir d'outil avec ses bois. Et puis, il a un rôle très important dans les rituels, dans la cosmologie. Il peut servir pour les vêtements avec ses fourrures. Quand des rennes sont vieux, malades, on les abat. Vous voyez, plein d'usages d'un même animal. On peut prendre un exemple végétal, le bouleau. Il sert évidemment de combustible. Il peut servir pour construire les tentes. Il sert aussi donc créer des habitations. Il a un rôle de nourriture. C'est un aliment, le bouleau, puisque on se sert du jus de la sève de bouleau qui est consommé. Et puis, il a un rôle dans les rituels. Il y a des bouleaux sacrés auxquels on vient rendre hommage. Donc, finalement, ce que j'ai résumé dans ce schéma que je vous montrais tout à l'heure, c'est toutes les espèces et tous les usages que font les Toju et dans leur milieu vivant, avec à chaque fois des usages multiples, donc des liens multifibres. Ça forme un réseau dense, en l'occurrence le réseau dense des Toju. Ce réseau dense, il a été mis à mal au cours du XXe siècle avec la colonisation soviétique brutale, qui avait pour but de transformer ce petit peuple autochtone en homme moderne, à l'avant-garde de la lutte socialiste contre le capitalisme et pour l'émancipation. Donc, on a voulu les émanciper en faisant des kolkhosiens, des sovkhosiens, donc des salariés qui étaient au service d'entreprises qui produisaient, qui devaient produire à haut rendement de la viande de renne. Donc, une exploitation désormais commerciale et industrielle des rennes et du milieu environnant. Ça a plus ou moins marché. Il y a eu beaucoup de soubresauts, d'échecs, et puis finalement un effondrement de ce monde soviétique qui fait que pour survivre, les gens ont dû retourner dans la forêt, repasser à un réseau dense. Et quand on sort du réseau dense, on part dans un réseau étalé dans lequel vivent la plupart des humains aujourd'hui, avec un mode de vie urbain majoritaire. Dans ces réseaux étalés, nous ne tirons plus notre alimentation, notre chauffage, nos vêtements de notre milieu immédiat, de notre milieu vivant proche. Nous les tirons du commerce, des magasins. Donc nos liens métaboliques ils viennent de régions éloignées à travers les magasins et nous gardons quelques liens avec des espèces environnantes, mais des liens purement affectifs, esthétiques, avec les arbres ornementaux dans les parcs, avec les géraniums, dans les jardinières, avec le chien et le chat à la maison. Il n'est pas question de consommer ces animaux ou d'abattre les marronniers pour se chauffer. Donc on a séparé en fait nos liens métaboliques et nos liens affectifs entre des zones différentes, des zones exploitées que nous ne fréquentons pas, où se pratique l'élevage industriel ou bien les industries extractives, les champs pétrolifères qui nous permettent de vivre, mais que nous ne fréquentons pas, et notre zone d'habitat, notre milieu vivant, à laquelle nous réservons une attitude purement affective, bienveillante et ornementale. Voilà. Alors, pour conclure,
Pour conclure, le remplacement des réseaux denses par des réseaux étalés, ça correspond à ce qu'on appelle une perte de diversité bioculturelle. Alors pourquoi? Vous avez ici un schéma qui vous montre la diversification biologique du vivant, c'est l'arbre darwinien avec la diversification des espèces, dans lequel s'est incrustée une diversification culturelle. Que les humains, en se répandant à travers le monde, comme on le disait tout à l'heure, ils ont multiplié les modes de vie. Le mode de vie des Inuits, ce n'est pas le même que celui des Touaregs, ni celui des Parisiens ou des Bretons ou des Amérindiens. Donc, à chaque fois, les humains ont multiplié des façons d'exploiter le vivant, de vivre avec lui, de créer des alliances. Ce sont autant de résonances qui ont donné lieu à des langues, à des cultures différentes. Chaque langue, elle est porteuse d'un rapport au monde, de savoir. C'est des noms des espèces vivantes dans chaque langue. Et à chaque fois qu'une langue disparaît, c'est toute une encyclopédie de connaissances écologiques, de modes de vie, de recettes de cuisine qui sont au cœur des résonances. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a un déclin à la fois de la diversité biologique et de la diversité culturelle. Ici, sur cette carte, vous voyez le déclin à la fois des deux courbes pour chaque continent, la courbe des espèces vivantes et la courbe des langues. Eh bien, nous les voyons partout décliner. En fait, c'est corrélé. Parce que si les langues déclinent, c'est parce que la colonisation, l'expansion de modes de vie et de modes d'exploitation de la terre modernisés remplacent les savoir-faire et les modes de vie locaux qui étaient source de mosaïque écologique et de biodiversité. Donc, à mesure que les modes de vie se simplifient, s'homogénisent, à mesure que les langues humaines disparaissent, vous avez des milliers de langues qui aujourd'hui ne sont parlées que par une dizaine de personnes, donc qui vont disparaître, qui sont remplacées par quelques langues, l'anglais, le chinois, l'espagnol. Et bien, à mesure que cette homogénéisation culturelle se répand à travers la planète, vous avez aussi une homogénéisation biologique et écologique qui fait que le vivant ne trouve plus sa place. Pour conclure, il n'y a pas de guerre en général des humains contre le vivant. Les communautés locales sont actrices de la plupart des socio-écosystèmes terrestres depuis 12 000 ans. La diversité écologique et la diversité culturelle ne sont pas ennemies, elles s'effondrent en même temps. Elles sont remplacées par une monoculture. Quand on parle de monoculture, on pense aux céréales, souvent monoculture biologique, mais il y a aussi une monoculture culturelle, au sens propre, une monoculture mentale qui correspond à, si on veut, une guerre qui est en cours, c'est celle de cette monoculture colonisatrice contre des modes de vie minoritaires qui étaient résilients puisqu'ils ont subsisté jusqu'à nous depuis des millénaires. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vous écoute maintenant pour vos questions. Merci. N'hésitez pas à poser vos questions. On en a une première. Donc, Monsieur Paillet qui nous demande quelles actions seraient selon vous possibles pour renouer avec le vivant dans les lycées de notre région. Oui, très bonne question. Alors pour moi, ce qui est très important, d'abord, c'est de comprendre les choses. Hein. C'est mon rôle de chercheur d'essayer de comprendre et d'apporter des interprétations, des données aussi d'autres chercheurs, de les synthétiser. C'est important dans les écoles déjà de transmettre ces savoirs, cette diversité et des écologies humaines. C'est très important que les étudiants en aient conscience. C'est très important de ne pas enfermer les jeunes dans une vision trop pessimiste, d'éco-anxiété, comme si l'humain était condamné à tout détruire autour de lui. Il faut prendre connaissance des pratiques des Amérindiens, mais aussi des pratiques paysannes chez nous. Il ne faut pas nécessairement aller piller les ressources culturelles des autres régions du monde. Et il y a une grande richesse aussi, ou il y a eu une grande richesse de rapport au monde parmi nous, notamment dans les savoirs paysans, ce qu'on appelle les savoirs paysans, qui sont à redécouvrir.
Et bien souvent, je trouve dans les écoles, renouer le contact, ce qui manque quelquefois même dans les écoles rurales, c'est justement ce contact avec le monde vivant proche, avec ce qu'on appelle la nature ordinaire, simple, proche de nous. Quelquefois, on se dit, bon, les enfants, il faut leur faire découvrir la nature, on va les emmener au zoo. Et là, au zoo, ils vont voir le tigre, le zèbre, le lion, une faune dont ils sont abreuvés par les médias déjà, et finalement, ça donne un résultat qui est très surprenant d'un point de vue écologique, c'est que quand on interroge les enfants dans le monde occidental, ils connaissent mieux la faune africaine que la faune européenne. Ils connaissent mieux les dinosaures, donc une faune disparue, que la petite faune qui les entoure, les hirondelles rustiques, hirondelles de cheminée, martinets, distinguer un merle d'un étourneau sansonnet ou même d'un pigeon. Voilà, c'est des savoirs assez élémentaires, mais qu'on n'a plus. Et en fait, ça, c'est vraiment la marque d'une coupure très forte, parce que si on n'est même pas capable de nommer ce qu'il y a autour de nous, si nos liens avec le vivant, ils sont avec des dinosaures, donc une faune morte, ou avec une faune très lointaine, c'est parce qu'on est pris dans des réseaux étalés qui nous déconnectent de notre milieu immédiat. Donc, voilà, après, donc voilà, la connaissance et la pratique aussi. Pratiquer, mettre les mains dans la terre, se rendre compte que la terre, ça n'est pas sale. Souvent, les enfants ont peur de se salir. Alors, quand ils sont tout petits, ils n'ont pas peur de se salir les mains, ils mettent les mains partout dans la terre, le sale. Mais adolescents, ben voilà, la terre, c'est sale, on leur a appris, il faut se laver les mains, c'est sale. Non, non, c'est pas polluant, la terre n'est pas polluante, elle peut être beaucoup moins polluante que quelquefois de la nourriture qu'on va manger, qui est pleine de glyphosate. Il faut que les enfants aient conscience des vraies sources de pollution qui sont chimiques, qui sont invisibles, qui sont autour de nous, qui sont dans nos vêtements, qui sont dans le qu'on boit, et qu'en fait, toucher la terre, toucher des vers de terre, des limaces, ce n'est pas une pollution. Et donc, voilà, toucher des plantes, planter, récolter, participer soi-même à une relation métabolique avec le vivant et pas uniquement contemplative, c'est quelque chose qui peut permettre de redensifier nos liens au milieu vivant. Merci. On a une question de Monsieur Lardy. Est-ce que vous voulez la poser directement, Monsieur Lardy, ou... Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Ah, super. Bonjour, merci pour votre présentation. Je voulais savoir si par opposition à l'amplification des modes de vie destructeurs dont vous avez parlé plus tôt, vous avez pu aborder dans le cadre de vos recherches les modes de vie, mais aussi de production, puisque c'est aussi au cœur du sujet, et de consommation qui seraient plus respectueux du vivant et de la diversité en Occident. Et si oui, est-ce que ces modes de vie plus respectueux donc, ont un impact positif ou auraient un impact positif, ou est-ce qu'ils sont encore trop marginaux à ce jour pour pouvoir quantifier leur impact? Oui, c'est une très bonne question, merci. C'est vrai que dans ma carrière, je me suis plus intéressé au monde sibérien, puisque je suis spécialiste de la Sibérie. C'est vrai que j'ai mené des enquêtes de longue durée. Mais de plus en plus, je travaille aussi en France. Donc, j'ai fait des enquêtes chez les chasseurs, par exemple, avec un livre, L'animal et la mort. Et puis un livre, alors, d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez toujours l'écran, donc il y a le livre Attachement, si vous voulez en savoir plus, qui détaille ça et qui décrit différents modes de vie, y compris en Occident. Alors, sur la notion même, vous voyez, de plus respectueux de l'environnement, on peut voir les choses un peu autrement, parce que quand on dit plus respectueux de l'environnement, ça veut dire on pense qu'il y a l'environnement, et puis à côté, il y a les activités humaines. En fait, il faut aller plus loin que ça. Des activités humaines, elles ne sont pas juste respectueuses de l'environnement, elles créent de la biodiversité, véritablement. Du maraîchage bio-intensif, il y a des exemples, la ferme du Bec et Loin, par exemple, des fermes pilotes expérimentales comme ça, qui créent véritablement de la biodiversité. Si vous avez un champ en grande culture, ça s'est fait dans la Drôme au Grand Laval.
ferme du Grand Laval, une ferme pilote exemplaire, sans citer. 10 hectares de grande culture avec une très faible biodiversité, vous allez changer le mode d'exploitation, passer en polyculture élevage. C'est-à-dire que vous multipliez les types d'exploitation avec de l'arboriculture, des arbres fruitiers sous lesquels vous avez de la prairie, dans lesquels vous mettez des brebis ou des poules, vous semez différentes céréales, vous faites de la culture maraîchère, vous plantez des haies. Bon, eh bien, tout ça, c'est une activité économique productive rentable qui crée des salaires et qui, en même temps, crée de l'habitat, crée de la biodiversité. Dans cette ferme du Grand Laval, il y a chaque année, début juillet, une réunion internationale de naturalistes avec les spécialistes des abeilles, des papillons, des reptiles, des limaces qui viennent compter. Ils font un inventaire naturaliste, ils comptent, et chaque année, ils vont trouver de plus en plus d'espèces, et ils disent, voilà, c'est riche comme une réserve naturelle, en fait. C'est pas du tout une réserve naturelle, on ne laisse pas se réensauvager, au sens où on n'intervient plus, mais on réensauvage à travers une activité économique de culture paysanne. Donc, il n'y a pas cette incompatibilité. Vous voyez, c'est même pas juste être respectueux. Ils ont recréé un environnement riche et sauvage et domestique à la fois par l'activité économique. Merci. Donc, on a bien compris que les activités humaines pouvaient créer de la biodiversité. Néanmoins, on a une question sur la mondialisation. Est-ce que finalement la mondialisation n'est pas la première responsable de l'effondrement de la biodiversité? Oui, oui, c'est incontestable, hein, c'est assez clair au niveau global. On voit bien que mondialisation, alors qu'il faut prendre à différentes échelles temporelles, vous avez des premières mondialisations. On peut parler de l'Empire romain, par exemple. C'est une première mondialisation, puisque l'Empire romain crée des grands circuits commerciaux intercontinentaux qui vont faire circuler des marchandises et donc du vivant à travers l'Asie, l'Afrique et l'Europe. C'est la première fois. Un système comme ça de réseau étalé intercontinental. J'appelle ça des réseaux étalés. C'est des réseaux commerciaux qui font circuler des objets détachés. On a transformé le vivant en marchandises, en objets détachés qui sont interchangeables. Donc, c'est le blé, l'huile. C'est des grandes cultures. Ça donne de la monoculture. Hein. On voit bien la transformation dans le sud de la France avec la conquête romaine, le remplacement d'une petite agriculture paysanne diversifiée par de l'agriculture commerciale dans les villas qui s'appuie sur l'esclavage. Hein, et une agriculture qui va être spécialisée et qui a pour but de nourrir des marchés urbains. Et ces réseaux étalés, cette première mondialisation, elle s'effondre sous son propre effet, en fait, parce qu'elle elle transfère des pathogènes. Ces circuits, ils vont amener la peste qui vient d'Asie à travers l'Europe. Et finalement, vous avez un auto-effondrement parce que les gens qui veulent survivre, ils ne vont plus sur les marchés et ils vont passer à de l'autoproduction. Ça ne veut pas dire qu'ils sont isolés, c'est des communautés, mais plus petites. Un aspect très communautaire. C'est la naissance du village paysan. C'est vraiment le résultat de la chute de l'Empire romain, de la fin de l'esclavage, de la diminution de l'esclavage, des petites communautés libres politiquement, qui sont plus soumises au service militaire et à l'Empire romain, et qui développent, qui redécouvrent en fait des cultures diversifiées de céréales, les châtaigniers, le seigle, le pain de seigle, le pain noir, ça se répand après la chute de l'Empire romain à ce moment-là. Voilà. Donc, c'est une première mondialisation. Et puis, il y a une mondialisation plus récente avec, à partir de la Renaissance, l'expansion coloniale européenne, l'échange colombien, c'est-à-dire l'échange d'espèces vivantes qui viennent d'Europe, qui partent vers l'Amérique, et qui viennent d'Amérique et qui partent vers l'Europe et à travers le monde. Le maïs, la tomate, qui vont conquérir le monde. Et ça fait que vous avez finalement quelques espèces qui deviennent la source
aujourd'hui de l'alimentation mondiale. Donc, on a un effondrement qui s'est accéléré ces dernières décennies en termes de diversité alimentaire. Finalement, les humains, petit à petit, vont manger à peu près tous la même chose. Donc, ils perdent en diversité alimentaire, ils perdent en goût, ils perdent aussi en termes de santé parce que la diversité, c'est aussi des nutriments, c'est des vitamines différentes, c'est un microbiote. Hein, tout ce qui est la flore intestinale, elle est liée à une diversité alimentaire que nous sommes en train de perdre. Donc, on parle d'effondrement de biodiversité, c'est en nous-mêmes. Hein. C'est dans notre microbiote, sous l'effet évidemment des antibiotiques, hein, mais aussi de la perte de diversité alimentaire, diminution de la fermentation dans l'alimentation. Et bien, on a une perte de diversité des souches microbiennes dans notre corps qui sont essentielles pour notre santé, pour notre résilience. Voilà, donc oui, tout à fait, voilà, la mondialisation, c'est ce phénomène d'expansion de réseaux étalés qui remplace des réseaux denses avec à chaque fois une spécialisation. Plus on est mondialisé, plus les régions vont être spécialisées dans une certaine production. Et donc, vous avez des zones de grande culture, la Beauce où j'habite, dans l'Eure-et-Loire. On n'est plus capable de nourrir, on dit en Beauce, on nourrit la planète. Par contre, quand il y a des appels d'offres pour les cantines des collèges, personne ne peut répondre parce qu'on ne va pas nourrir les enfants avec du colza. Donc, on est voilà, dans ce paradoxe, une économie, agriculture mondialisée. On dit qu'on nourrit la planète, mais on ne peut pas nourrir nos enfants. Et le résultat écologique, c'est monoculture, perte d'habitat et donc effondrement, que j'ai décrit dans L'Animal et la mort, de toute la biodiversité de la Beauce et du Perche, les perdrix qui faisaient la joie des chasseurs, des agriculteurs, qui sont une espèce quasiment défunte parce qu'elles n'ont plus d'habitat dans la région. Alors, j'ai vu passer une question très rapidement, que je trouve très intéressante. Est-ce qu'on peut nourrir 7 milliards d'hommes? Je n'ai pas lu en entier, mais bon, je crois, je me doute, est-ce qu'on peut avec une agriculture écologique qui favoriserait la biodiversité telle qu'elle existait avant le colonialisme? Voilà. Alors, question très intéressante. En fait, la petite agriculture paysanne, elle occupe aujourd'hui 25% des terres cultivées et elle nourrit 75% de la population mondiale. Donc, elle est beaucoup plus efficace que l'agriculture industrielle. Ça peut paraître paradoxal, mais non. Pensez à l'Inde, pensez à la Chine, pensez à l'Afrique. Vous avez énormément de gens qui se nourrissent par eux-mêmes dans des petits villages avec des moyens très faibles. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que le taux de mécanisation des fermes actuellement dans le monde, c'est-à-dire la proportion de fermes qui ont un tracteur, est de 12% actuellement dans le monde. Et tous les autres, c'est avec de la traction animale, avec des ébus, avec des chevaux ou à la main. Et donc, cette méthode-là, cette agriculture-là, non mécanisée, c'est elle qui nourrit en majorité aujourd'hui la planète et les milliards de personnes dont vous parlez. Donc, si on veut mieux nourrir la planète, il faut en fait laisser plus de place à cette agriculture paysanne parce qu'elle est plus efficace. Elle est plus effectivement écologique. Alors, l'agriculture industrielle, elle est moins efficace, notamment sur le plan énergétique. C'est ce que montrent les études énergétiques. Entre l'input, ce que vous apportez en énergie, et ce que vous obtenez en calories alimentaires, vous avez de bien meilleurs taux positifs dans l'agriculture paysanne, fondée sur la traction animale, par exemple, alors que vous êtes négatif dans l'agriculture industrielle fondée sur les hydrocarbures, parce que vous avez un apport énorme en hydrocarbures pour faire fonctionner les tracteurs, les moissonneuses-batteuses. Donc, vous convertissez à perte de l'énergie fossile
en énergie alimentaire, mais à perte. Économiquement, ça fonctionne parce qu'on a une énergie fossile à très bon marché. Mais il suffit que vous ayez un cours du pétrole qui monte pour que vous ayez une grave crise agricole avec des carburants trop chers, avec des engrais. Nos engrais chimiques, ils sont basés sur les hydrocarbures russes, notamment. Et donc, ils sont soumis à ces cours. Et donc, on est dans une dépendance énergétique très, très dangereuse, très inquiétante sur ce plan-là. Merci. On a Madame Trad qui voudrait que vous reveniez sur les causes du glissement vers la monoculture biologique et mentale. Oui, eh bien, bon, c'est ce que j'évoquais à l'instant. Les causes, bon, très clairement, la colonisation a eu un rôle très important. Par exemple, je vais donner un exemple, à Madagascar. À Madagascar, vous aviez des populations qui avaient des systèmes alimentaires fondés sur, d'une part, l'exploitation du riz en culture irriguée et d'autre part sur l'horticulture itinérante sur poulies en forêt avec voilà, du jardinage, de nombreuses espèces, des tubercules, un peu de riz sur sol sec, de la cueillette. Donc une alimentation très diversifiée. Arrivent les Français, eux, ils ne viennent pas juste en touristes, évidemment. À Madagascar, ils viennent parce qu'ils ont des besoins, et ils ont des besoins de café. Donc, ils vont imposer à chaque famille la plantation d'arbres produisant du café. Dans d'autres régions, c'était le caoutchouc. À chaque fois, les colons viennent introduire une culture dont ils ont besoin. Donc, ils n'ont pas besoin que les gens mangent une alimentation très diversifiée, ça peu importe. C'est de l'autoconsommation, ça ne produit rien d'un point de vue voilà, commercial. Ce dont ils ont besoin, c'est des marchandises, donc des productions végétales ou animales ou minérales, de ressources qui puissent être transférées vers des marchés mondiaux. Donc ça va impliquer de mettre au travail les populations locales pour produire ces marchandises. Donc elles vont se spécialiser. Donc certaines zones vont se spécialiser dans la production de café, d'autres dans la production de caoutchouc, en Sibérie dans la production de viande de renne, de peau de renne, ou l'extraction des industries extractives d'or, de diamants, en Sibérie, d'or en Amazonie. Donc des petites populations qui vivaient dans des résonances où ils avaient des liens multiples avec leur milieu vivant et les espèces qui les habitent, vont devoir, à la demande d'un pouvoir centralisé, vont devoir se spécialiser dans une production qui est de marchandises qui est destinée à alimenter non plus un réseau dense local, mais des réseaux étalés qui sont contrôlés par un pouvoir centralisé. C'est un phénomène, là je vous donnais l'exemple qu'on voit avec la colonisation, qu'on voit mais antérieurement, y compris localement, avec des empires, l'empire Inca, en Amérique du Sud, c'est pas forcément occidental. Vous avez les royautés sacrées à Hawaï qui mettent en place des réseaux étalés et qui vont conduire à la spécialisation des productions de certaines zones, et donc avec des formes de monoculture. Vous avez une accélération, une mondialisation de ce phénomène ces dernières décennies à travers le monde, quand voilà, des régions vont être incitées à se spécialiser par les États dans des productions destinées à produire de la marchandise pour l'État a intérêt à ce qu'il y ait des marchandises parce qu'il va prélever des impôts là-dessus. Donc, la construction étatique, l'armée, la police, les institutions administratives, elles sont nécessairement alimentées par des productions de marchandises qui impliquent des formes d'écologie particulières et donc qui impliquent de la monoculture. Vous avez des zones en Éthiopie où vous aviez des populations de nomades éleveurs de bovins
eh bien, on leur dit, l'État va leur dire, bah, ça c'est primitif, c'est inutile, ça n'apporte aucune valeur économique. Il faut cultiver de la canne à sucre désormais. Donc, on supprime les pâtures, on les transforme en champs de canne à sucre. Donc, ça veut dire que les gens peuvent plus se nourrir. Ils ne vont pas se nourrir que de sucre. Donc, ils ont besoin d'argent, comme dans un système monétaire, pour pouvoir acheter à manger, alors qu'ils se nourrissaient d'eux-mêmes. Donc, du coup, ils vont s'employer dans les plantations de canne à sucre. Et voilà, donc vous avez comme ça un système qui fait que vous ne pouvez même plus, vous n'avez pas le choix, vous devez entrer, vous devez abandonner votre mode de vie traditionnel, vous devez entrer dans un système d'exploitation de monoculture destiné à fournir du sucre aux marchés mondiaux, et bon, avec les effets pervers qu'on sait, puisque les consommateurs occidentaux de sucre, du coup, ils souffrent d'obésité. Donc voilà, il n'y a pas grand monde qui gagne à tout ça. Merci. Alors, il n'y a plus de questions dans le chat. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à lever la main. Et je crois qu'on a fait le tour des questions. C'était complet. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention. La conférence, enfin, le replay sera mis sur notre chaîne YouTube. Et votre présentation, je crois qu'on la diffusera également. Voilà. On a 2 prochaines conférences qui sont prévues sur l'année. Le 23 septembre, une histoire de la marche avec l'historien Antoine Debac. Et le 13 novembre, la technologie nous dépossède-t-elle de nos libertés avec la philosophe Héloïse Boisseau. Voilà, encore merci Monsieur Stepanov pour votre intervention claire, riche et qui rend optimiste. En tout cas, c'est les messages qu'on a retenus. Merci à vous d'avoir suivi. Vous étiez nombreux parce que vous étiez plus de 90 personnes à suivre cette conférence. Merci. Merci beaucoup. Bonne C'était très journée. bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Au au revoir. revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci Au revoir. beaucoup. C'était super. Merci, au revoir.